Masechet Shabbat, résumé du Daf Kouf. La Gemara commence par traiter quelques situations d'objets qui sont posés. Il faut savoir ce que ça s'appelle qui sont posés ou pas posés. Et donc la nafkamina est celui qui les prendrait de là-bas. Est-ce qu'on considère qu'il a fait une akira, il est chayav quand il a porté d'un domaine à un autre ou non? De l'eau, quelqu'un qui a puisé de l'eau. Donc de l'eau sur de l'eau en fait. Je considère que l'eau qui a été puisée, elle était posée. Donc celui qui l'a prise, il est chayav. Une noix qui flotte sur de l'eau, elle se promène là-bas, elle n'est pas posée. Celui qui la prend de là-bas, il est patour, il n'a pas fait de akira dans l'endroit où c'est posé. La question se posera dans le cas où la noix est dans un récipient et le récipient il flotte sur l'eau. Est-ce que je considère ça comme posé ou pas? Est-ce que je vais selon, il a pris la noix et je dis que la noix elle est posée dans le récipient, mais d'autre part le récipient lui n'est pas posé sur l'eau parce qu'il flotte, il se promène sur l'eau. Ça va rester en safek. De l'huile sur du vin, est-ce que ça s'appelle posé ou flotte? Donc ça s'appelle pas posé. La Gemara elle compare ça à une machloket Tanaïm, Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbanan. Quelqu'un qui jette dans un puits, qui fait 10 tfachim de profondeur et 8 tfachim de largeur, il a jeté là-bas un tapis de roseau, il est chayav évidemment. Mais s'il a partagé le puits avec le tapis de roseau, là, selon Abaye, il est pas tour parce que il ne lui reste plus 4 tfachim de largeur dans le puits, puisqu'il a été partagé par le tapis de roseau alors qu'il avait 8 tfachim. Et maintenant, il a 4 de chaque côté, moins l'épaisseur du tapis de roseau. Donc, il n'a plus 4 fachim. Et donc, en même temps que le tapis a été posé, on a perdu les dimensions d'un rachut ayachid. Donc, il est patour selon Abaye. Selon Rabbi Yochanan, par contre, la Gemara dit qu'il est chayav. Quelqu'un qui a jeté une pierre dans un puits plein d'eau, je considère que le puits est un reshut ayachid, et donc, il est chayav. Par contre, si le puits est plein de fruits, les fruits font qu'on n'a plus maintenant de 10 tfachim de profondeur, et donc, il est patour. Mishnah suivante. Celui qui jette à 4 amot dans le reshut arabim, une figue qui s'est collée au mur, au-dessus de 10 tfachim, il est patour parce qu'on n'est pas dans un reshut arabim. Le reshut arabim se termine à 10 tfachim de hauteur. Si par contre c'est rentré dans les 10 tfachim, il est chayav parce que il est dans les 10 tfachim du reshut arabim vraiment. S'il a jeté et c'est rentré dans un trou, un petit trou, au-dessus de 10 tfachim dans le mur, selon Rabbi Meir, si le mur fait 4 tfachim d'épaisseur, même si le trou n'en fait pas 4, il est chayav. On regarde comme si on avait creusé dans le mur et qu'on avait formé là-bas 4 sur 4, et donc il est chayav. Selon Rabbanan, par contre, il est patour puisque finalement aujourd'hui, je n'ai pas 4 fachim de largeur dans ce trou-là, et donc il est patour. Une petite colline dans le reshut arabim, qui fait 10 fachim de haut, et elle a une pente de 4 amot de long. Les gens ont du mal à monter dessus, et donc c'est plus un reshut arabim. C'est plus un reshut arabim. Et celui qui va jeter donc à 4 amot celui qui va jeter, pas 4 amot, celui qui jette dessus, il est chayav parce qu'il a jeté sur un reshut ayachid. Si par contre la pente elle fait plus que 4 amot, là, la pente elle est suffisamment facile à monter, et donc ça reste un reshut arabim, les gens continuent à fréquenter cet endroit-là, ça fait partie du reshut arabim, et donc celui qui va jeter là-bas, il n'est pas chayav si c'est dans les 4 amot. Mishnah suivante. Il a jeté dans les 4 amot, et le vent l'a emporté plus loin que les 4 amot. Donc, avant de se poser, ça s'est envolé plus loin que 4 amot, il est patour. Dans le cas contraire, où il a jeté à plus de 4 amot, et le vent l'a ramené dans les 4 amot, il est chayav. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où ça s'est posé un moment sur quelque chose, ou bien ça a été retenu par le vent, avant de re-rentrer dans les 4 amot. C'est là où je dis qu'il y a eu une anacha, et donc, il est une anacha après les 4 amot, et donc il est chayav même si c'est revenu ensuite, ça s'est réenvolé dans les 4 amot à l'intérieur. Un objet qui a été jeté, et qui est arrivé dans les 3 tfachim du sol, tant qu'il ne s'est pas posé sur quelque chose, même s'il est rentré dans les 3 tfachim du sol, selon Rabbanan, on considère qu'il n'y a pas eu encore de anacha, jusqu'à vraiment qu'il se pose. Mishnah suivante, celui qui jette dans la mer, alors la mer c'est carmélite.
La mer, c'est un endroit qui s'appelle Carmélite, donc il interdit Midirabanan, c'est pas un Reshut Arabim, ni un Reshut Yachid. Il a jeté dans la mer à 4 amot, il est pas tour. S'il y avait une flaque d'eau qui était traversée par les gens dans le Reshut Arabim, celui qui jette à 4 amot là-bas, il est chayav parce que la flaque d'eau, elle s'appelle elle-même un Reshut Arabim. Combien on appelle une flaque d'eau? Jusqu'à 10 Fahim. Plus que 10 Fahim, c'est terminé, c'est plus un Reshut Arabim. Une flaque d'eau qui est traversée par le Reshut Arabim, celui qui jette là-bas à 4 amot, il est chayav. La Gemara demande pourquoi cette répétition dans la Mishnah. Déjà, la Gemara, elle apprend de notre Mishnah une halakha qui voudrait dire que il est vrai en ce qui concerne marcher, que je considère que même si les gens ont du mal à traverser cet endroit-là en marchant, ça peut s'appeler quand même un Reshut Arabim du moment qu'ils le font, même s'ils le font difficilement. Mais en ce qui concerne l'utilisation, si c'est une utilisation difficile pour les rabbim, pour les gens, on ne va pas appeler cet endroit-là un Reshut Arabim. Donc un puits profond de 9 Fahim par exemple, où les gens ont du mal à se pencher pour profiter de ce trou-là, en posant des objets là-bas, et donc ça ne s'appellera pas un Reshut Arabim. C'est que quand on a du mal à marcher, on le fait quand même, je considère ça comme un Reshut Arabim. Mais si c'est une utilisation difficile, ça s'appellera pas un Reshut Arabim. Pourquoi la répétition maintenant en ce qui concerne la flaque d'eau? Pourquoi la notion de la flaque d'eau a été répétée dans la Mishnah? La Gemara explique de 3 manières. Ça vient nous apprendre 3 chidushim. Soit, aussi bien en été qu'en hiver, on ne fait pas de différence. On ne dit pas que en été plus qu'en hiver ou en hiver plus qu'en été, les gens traversent cette flaque d'eau. Soit, ça vient nous apprendre que même si la flaque elle est plus grande que 4 amot, les gens marchent quand même dedans, ils vont pas faire le tour. Soit, même si elle fait moins de 4 fahim, je ne dis pas les gens l'enjambent, ne rentrent pas dedans. Je ne dis pas comme ça. Je dis que ça s'appelle quand même un Reshut Arabim, même si les gens ils ne rentrent pas dedans, puisque finalement ils traversent au-dessus. Mishnah suivante. Celui qui jette de la mer à la terre au Reshut Arabim, il est pas tour parce que c'est d'un Carmélite à un Reshut Arabim. Inversement, pareil. Celui qui jette de la mer au bateau qui est un Reshut Yachid, il est pas tour, et inversement aussi, parce qu'à nouveau, la mer c'est Carmélite. Donc on n'a pas ici 2 domaines opposés. On n'a pas du Reshut Arabim au Reshut Yachid, qui sont des domaines interdits minatora. De jeter d'un bateau à un autre, il est pas tour. Si les bateaux sont attachés, on a le droit de porter de l'un à l'autre. S'ils ne sont pas attachés, même s'ils sont très proches l'un de l'autre, c'est interdit de porter de l'un à l'autre. Quelqu'un qui veut puiser de l'eau de la mer et la rentrer dans le bateau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Selon Ravuna, il doit faire un heker, il doit faire un petit morceau de bois ou un morceau qui dépasse du bateau à l'extérieur pour bien montrer qu'on n'a pas ici de problème de porter de l'eau de la mer à l'intérieur du bateau. La Gemara explique, selon Ravuna, la mer, elle s'appelle Carmélite que dans les 10 premiers tfachim depuis le sable, depuis le sol de la mer. Au-delà des 10 tfachim, c'est plus Carmélite, c'est un makom tour. On a droit a priori de prendre de l'eau d'un makom tour pour le rentrer dans le bateau. Donc tout ce que on fait un petit siman ici, c'est que pour se rappeler que, attention, c'est que ici où j'ai pas de problème, je sors d'un makom tour à un reshut yachid que c'est permis. Pour ne pas confondre, à ne pas confondre avec le cas où il n'y aura pas d'itfachim de profondeur dans l'eau de la mer, où là-bas on aura un problème vraiment de carmélite. Par contre, selon Afrizda et Rabba Baravuna, eux pensent qu'on mesure les itfachim au-dessus de la surface de l'eau, et donc finalement on se trouvera en général face à un problème de portée d'un carmélite qui est de la mer au bateau qui est un reshut yachid. Donc là vraiment il faudra faire un petit endroit de 4 sur 4 fachim en dehors du bateau qui restera reshut yachid et à travers lequel on pourra faire entrer de l'eau de la mer à l'intérieur. La Gemara dit maintenant pour sortir de l'eau du bateau, qu'est-ce qu'on fait? Les eaux sales pour les sortir du bateau. Alors selon eux, selon Rav Chizda et Rabba Baravuna, il pourra poser sur le rebord du bateau et l'eau va couler au carmélite. Malgré que dans un reshut arabim c'est interdit de faire une chose pareille, donc j'ai pas le droit de verser de l'eau sur ma fenêtre quand je sais que ça va immédiatement tomber dans le reshut arabim. En ce qui concerne la mer qui n'est que carmélite, il est permis de le faire. C'est ce qu'on appelle kocho, de carmélite, c'est permis. Kocho, ça veut dire ce qui a été fait par sa force, mais pas directement par lui. C'est permis dans un carmélite, mais pas dans un reshut arabim. Donc la mer qui est un carmélite, on aura le droit de verser les eaux sales de cette manière-là.